Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir à nouveau allumé vos télés pour accueillir chez vous au cœur de la culture qui vous plonge cet après-midi dans le système éducatif togolais avec deux problématiques centrales et sortir donc avec une problématique qui fait la une en ce moment. Le premier thème de notre émission de cet après-midi, l'augmentation du taux de réussite au bac 1 2025, un bon présage pour les autres examens. Le second thème, quelle ambiance prévaut donc pour le bac 2 et le CPD qui débute donc aujourd'hui est sorti donc avec bien sûr cette actualité, la suspension de France 24 et RFI ici au Togo. Allez, pour en parler, nous autres déjà en plateau, rien que des habitués, monsieur Willy Bradke, sénateur, journaliste, animateur, monsieur Marc Niazo, directeur de publication du journal Le Neutre, et monsieur Gabé Adiaro, directeur des cabinets juristes consultants. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Marcel, merci pour nous avoir invités. J'espère que tu vas bien également. Je vais super. Parfait, merci ça marche. Merci beaucoup de demander. Alors déjà messieurs, la première problématique de notre émission de cet après-midi, c'est bien sûr de savoir l'augmentation du taux de réussite au bac en 2025, un bon présage pour les autres examens. Déjà, la question à vous, monsieur Gabin Adiaro, est-ce que l'augmentation de cet examen est un bon présage pour les autres examens? Bon, je ne dirais pas tout de go que c'est un bon présage pour les autres examens. Je dirais plutôt que bon, chaque examen a ses réalités, ce ne sont pas les mêmes personnes qui composent. On peut dire que dans un secteur donné, peut-être au niveau des classes de première, les élèves ont beaucoup plus bossé, ou bien les enseignants de ces classes-là ont donné ce qu'il faut à ces élèves pour pouvoir réussir, et surtout les épreuves aussi. Ça a répondu quand même aux capacités de ces élèves-là. Donc je ne dirais pas tout de go que c'est un bon présage pour les examens à venir, c'est-à-dire le bac 2 qui a commencé aujourd'hui, le CPD aussi qui a commencé. Voilà, donc bon, moi je me dis peut-être au niveau du bac 2, l'État veut quelque chose d'autre pour les études supérieures, donc ça dépendra des épreuves qu'on aura données à ces élèves-là, et surtout de l'attitude de ces élèves par rapport aux épreuves qu'on leur aura données. Donc moi je ne dirais pas tout de go. Certes, ça peut être un bon présage pour certains, mais moi je ne le dirais pas, parce que les examens se suivent mais ne se ressemblent pas. Le bac 2 c'est très différent du bac 1 que certains voient comme un examen aléatoire. Donc le bac 2 c'est quand même le premier diplôme universitaire, donc il faut faire très attention, parce que le bac 2 a toujours été un examen assez corsé, à moins qu'on ait décidé de diminuer un peu le niveau. Encore que au niveau du probatoire, on ne sait pas sur quelle moyenne s'est attardé les inspections, bien la DRE pour pouvoir faire passer les élèves. On ne sait pas si c'est 8 de moyenne, bien c'est 8,50 de moyenne, ou encore 9 de moyenne. On attend de voir réellement au plus profond pour savoir réellement ce qui a été fait. Mais actuellement, puisque je suis quelqu'un de positif, je dirais que bon, les élèves qui composent actuellement au bac 2, je leur souhaite bonne chance, et surtout que ces examens précédents leur donnent beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de tonus, pour que eux aussi ils arrivent à réussir lors de la proclamation des résultats beaucoup plus nombreux que ceux-là qui ont réussi à leur probatoire. Ce qui est bien noté pour vous, c'est un bon présage. Monsieur Willy Bradke, sénateur, est-ce que ce taux de réussite est un bon présage pour les autres examens? Le bac le CPD qui ont débuté aujourd'hui, le VPC qui a pris fin la semaine dernière, c'est un bon présage pour les autres examens? Un bon présage, pas forcément, je ne vois pas dans ce sens, parce que bon, vous savez, le probatoire c'est le probatoire, le bac 2 c'est le bac 2. Donc le probatoire, on l'a dit ici, on sait il a déçu. Après tout, bon, c'est quand même un examen facultatif, même si on pense que ça prépare quand même. Quand même dit. Finalement, ça sert à rien, excusez-moi de le dire comme ça. On va pas faire ce débat. On va pas faire ce débat. Si on pense que bon, le bac 1 c'est quand
même une façon de pouvoir préparer l'élève au bac 2. Moi, je ne le vois pas comme ça parce que le bac 2 a ses réalités également. Mais je dis peut-être, on pourra peut-être noter une certaine amélioration par rapport donc au taux de l'année passée. D'accord. L'amélioration dans les conditions de travail au niveau donc, des professeurs, dans la transmission des cours également, ou le rattrapage, comme on le dit d'habitude communément, lors des révisions des examens de fin d'année. On peut dire que peut-être ça a apporté ses fruits et qu'aujourd'hui, bon, le résultat il est là. Mais bon, si le résultat est là, il va falloir donc fouiller encore dedans. Si, comme Gabriel le dit, si on a fait des 8 forts, des 9 forts, je ne sais pas. Bon, apparemment, on aura toujours ce gros problème d'échec là en terminale. Donc, je pense que c'est un travail qui doit forcément continuer. D'accord. Et puis, on essaiera donc à tous les niveaux d'apporter les ingrédients nécessaires. Sinon, jusqu'à là, moi, je dirais tout simplement que c'est une amélioration de la part donc, des élèves, on va dire des parents également et le corps enseignant. Mais rien à voir avec les autres examens. Alors, monsieur Marc Niazou, votre appréciation sur ce taux de réussite à cet examen 2025? Je m'alignerai sur tout ce que mes prédécesseurs viennent de dire. D'accord. Et je voudrais souligner quand même un fait qui est très important. C'est les élèves. Il faut quand même apprécier les élèves. Il faut féliciter ces élèves qui se sont donnés corps et âme pour pouvoir réussir au probatoire. Peu importe ce que nous pouvons dire de l'examen de au-delà de ces résultats. Oui, et peu importe notre appréciation, mais les élèves, j'ai fait un constat depuis belle lurette, les élèves, nos jeunes frères aujourd'hui, même nos enfants, ils sont très intelligents. Très intelligents. Je me demande si cela a un lien avec l'ère de la technologie ou bien, je ne sais pas trop. Peu importe le banditisme, peu importe la délinquance juvénile que nous constatons. Monsieur Marc Niazou, ce discours, vous ne l'avez pas tenu l'année dernière. Oui, c'est un constat. En fait, c'est que déjà même l'augmentation, c'est déjà... Vous me surprenez, j'avoue. Vous me surprenez, mais continuez quand même. Ils sont très intelligents. Parce que quand nous voyons l'augmentation, c'est un fait. Vous constatez ça avec moi? 49, 60%, c'est pas quand même. 78%. Non, pour ce taux, le ministère de l'enseignement supérieur a sorti donc 60,49% comme taux officiel. Voilà. 60%, c'est pas quand même la fin du monde là. Comparativement l'année dernière. Et quand 49%, d'accord, oui. Il y a une amélioration. Et au-delà de ça encore, je peux féliciter aussi les parents qui ont pris sur eux de prendre leurs responsabilités. D'accord. Et on peut quand même leur tenir, leur tirer chapeau et in fine les enseignants. Oui. Ouais, vous savez, quand les enseignants ne se donnent pas, surtout lors des révisions, et les élèves durant toute l'année, ce n'est pas évident qu'ils retiennent tout. Mais lors des révisions, on leur fait un résumé, ils arrivent quand même à capter tout et autre. Et tout compte fait, ça laisse un bon présager pour les autres examens. D'accord. Néanmoins, il faut le dire, le bac 2, c'est le bac 2. Pourquoi? Le ministère de l'enseignement secondaire n'est pas le ministère de l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas le ministère de l'enseignement secondaire qui compose les épreuves du bac 2. Oui. C'est le ministère de l'enseignement supérieur. Et quand mais quand même, c'est un lien. Oui, c'est la première pour la terminale. C'est le même gouvernement. Il y aura peut-être solidarité gouvernementale, on peut le dire ainsi. Puisque si les élèves de première passent nombreux, s'ils sont nombreux, mais si on ne sait pas faire, il y aura un nombre pléthorique dans les classes de bac 2. Oui. Vous voyez? Mais il faut dire que le bac 2, on utilise toujours membrane semi-perméable. Dans le sens où ce n'est pas n'importe qui devient étudiant. Oui. Et donc je suis d'accord avec monsieur Gabin qui dit si c'est 8 fois ou bien 9 fois qu'on utilise un bac 2 va les rattraper. D'accord. Raison pour laquelle je disais avant même qu'on n'a qu'à enlever cet examen. Alors, monsieur Marc Niazou, cette émission, cette partie-là, on va la garder. Je vous recevrai ici après les résultats donc du bac 2, du BPC, voir si est-ce que vous magnifierez toujours donc les élèves. Oui, ils sont aussi intelligents. Ça dépendra de l'augmentation. Ah, d'accord. Oui, puisque non, quand les élèves ne quand le taux augmente, ils sont très intelligents. Je m'en tiens au fait. D'accord. C'est le constat. D'accord, oui. Puisque s'il n'y a pas augmentation, comment est-ce qu'on peut féliciter quelqu'un qui n'a pas réussi? D'accord.
on le félicite que quelqu'un qui a combattu un bon combat. On est d'accord. Donc du coup, quand la personne réussit, on peut le féliciter. Maintenant, si l'augmentation, on peut, je ne voudrais pas aller dans un autre sens. Compte tenu de la réalité de l'UNICEF, également de l'UNESCO, autant pour moi, l'UNESCO, ce n'est pas évident qu'on ait un taux faible. Ça aussi, c'est une politique bien de tous les dirigeants. D'accord. Si vous ne savez pas faire, pourquoi il y a pas, les dirigeants n'aiment pas qu'il y ait une année blanche? Parce qu'on va retourner l'argent à l'UNESCO. D'accord. Donc du coup, ça peut être également une politique gouvernementale pour pouvoir améliorer les choses. Comment Monsieur Kessinotor l'a dit. Vous voulez rajouter quelque chose, je vous relance? Oui, ce que Marc vient de dire, c'est quand même très important par rapport à l'UNESCO. Et c'est pourquoi j'ai parlé du fait que, bon, je ne sais pas quelle moyenne on a pris en compte pour pouvoir faire passer les élèves. Encore que moi, je... La moyenne, encore que moi, je... tous. Non, là, je vous arrête. L'année dernière, on a fait 49%. Marcel, oui, Marcel, écoute, tu sais, il y a quelque chose de très important. Soit les élèves peuvent avoir 10 de moyenne, mais au niveau de la correction, les choses peuvent être ramollies. Pour que là, l'année dernière, on allait ramollir. Voilà. Donner tout le monde non, pas du tout. Vous savez, c'est pourquoi moi je dis, je l'ai toujours dit ici, que je ne perçois pas le taux de la réussite ou bien la bonne marche de l'année par rapport au taux de réussite. Il peut y avoir 19% de réussite. Pour moi, je dirais que ça a été une belle année parce que les élèves, ceux-là qui méritent réellement, ont pu passer la barre de cet examen-là. Moi, tout part de la politique de l'éducation, ce que nous voulons inculquer à nos enfants et surtout du curricula. Bon, si aujourd'hui les enfants, bon, ils apprennent toujours ce que nous avions appris et que ça ne sert pas véritablement l'État. Puis bon, après on dit non, on a eu 64% de réussite, ou bien on a eu 100% de réussite, mais ça ne veut absolument rien dire si sur le terrain, ce que ces enfants-là ont appris ne peuvent pas apporter à la nation. Moi, je ne vois pas 64%, 70%, 50%. Je ne vois pas ça comme une réussite. Pour moi, la meilleure réussite, c'est de faire en sorte que ces élèves-là, ou bien ces enfants, puissent apprendre quelque chose qui va premièrement leur servir et servir à la nation. Mais si nous sommes en 2025, on ne continue pas à apprendre les choses des années 1980 et autres là, moi, sincèrement, je ne vois pas en quoi cela apporte véritablement à la nation. Donc, pour moi, la réussite, ce n'est pas le taux de pourcentage élevé, mais ce qu'on a pu inculquer quand même à ces enfants-là et que ce que ces enfants-là vont pouvoir faire de ce qu'ils ont appris sur le terrain. Sinon, en réalité, on a eu des taux de réussite jusqu'à 80 quelques pourcents. Qu'est-ce que ces enfants-là sont devenus aujourd'hui? Là, on s'attaque au système éducatif. Oui, là, on s'attaque au système. Oui, là, c'est également une fenêtre qu'on ouvre. Pour enchaîner ce que Gabel vient de dire. Vous savez qu'en Chine, les Chinois ne connaissent pas le Togo. Monsieur, vous savez, non? Non, c'est juste une ouverture. Non, peut-être que vous pouvez nous convier encore ici pour parler de ça. Là, ça va toucher. Monsieur Wilibrat Kessinotor, aujourd'hui, vous étiez là, on a fait cette émission après donc le taux de réussite l'année dernière, l'année passée, qui a beaucoup baissé. Est-ce que cette année, c'est pour dire qu'il y a une conscience collective, il y a une conscience prise de la part d'abord des élèves, des parents et des enseignants et aussi de l'État, de l'autorité? Bon, conscience plus par rapport aux parents, aux élèves. Oui, le taux 49-60%, il y a une nette amélioration. Non, mais Marcel, tu sais qu'en 9-60%, c'est pas comme si... Oui, mais quand même... Non, mais écoute, c'est pas comme si c'est un événement. C'était un événement pour vous? Non, c'est un non-événement, parce que ça ne dit pas grand-chose. Je le disais tout à l'heure, Gabriel aussi l'a dit. Vous savez, quand les élèves réussissent à l'examen, on l'a dit tout à l'heure lors des corrections, il peut arriver qu'ils puissent baisser la moyenne pour faire passer les gens. Alors, si jamais ça se fait comme ça, et que le taux de pourcentage augmente, et qu'on me dit comme quoi c'est mieux par rapport à l'année dernière, je dis, il y a un gros problème là-bas. Il y a une grosse épine dans la fleur de rose. Et c'est très dommage pour les élèves. Parce que ce qui se passe ici, c'est pas forcément de baisser la moyenne pour faire passer les enfants. Monsieur Kessinotor, l'essentiel, Marc l'a dit, que les enfants, les élèves sont très intelligents, d'accord. Oui. Il faut savoir travailler intelligemment. D'accord. Est-ce que vous pensez, dans votre développement, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un certain favoritisme pour quand même rehausser le taux de réussite? Ça, je ne saurais le dire parce que, bon, je ne suis pas témoin des
fait des D'accord. Voilà, oui. décisions qui ont été prises à la dernière. On apprend toujours des bruits de couloir depuis qu'on fréquente jusqu'alors, puisqu'on a terminé de fréquenter, il y a toujours les bruits de couloir. Comme quoi, en dernière minute, on a décidé de prendre ci pour que le pourcentage d'accord. On peut le faire comme ça, mais attention, il y a un piège dans la chose. D'accord. Monsieur Gabin Marniazo. Monsieur Gabin Marniazo. Sur le niveau. Attention, si on le fait, parce que bon, il y a les fonds, on a peur de faire ci, de faire ça, mais les enfants on les met dans des, je sais pas, dans des bourbiers, pas possible. D'accord. Et après tout on dira que c'est eux, ils font pas ce qu'ils font. Mais non, voilà. La responsabilité est partagée, mais ce qui est des examens, bosser du, il faut que ça se mérite. D'accord. Monsieur Gabin Marniazo, je vais vous relancer, mais on va pas parler du système éducatif. On peut refaire le débat d'armes. Avant de continuer avec les autres, et puis chose surprenante. Quand vous allez sur le terrain, vous allez rencontrer des gens, même des étudiants, je sais pas, des terminalistes, comme on le dit, les classes, vous allez leur poser une question. Parfois, leur façon de répondre, ça fait fuir. Même écrire une seule phrase, plein de fautes. J'avais travaillé avec un cabinet. Même à notre époque, à votre époque, il y a toujours des galeux dans chaque génération. Il y a certaines décisions qui ont été prises à la hâte pour qu'on dit que bon, le taux c'est ce qui est visible, il faudrait que ça s'augmente. C'est ce que ça va générer. D'accord. Monsieur Marc, il y a contradiction dans votre développement. Alors vous dites, ils sont très intelligents. Vous dites en même temps aussi que peut-être il y a eu favoritisme, qu'on a peut-être baissé les moyennes pour les faire passer, pour ne pas quand même avoir une année blanche, pour qu'on ne dise pas que voilà, c'est le système éducatif togolais qui ne marche pas. Je n'ai pas affirmé qu'il y a eu favoritisme. D'accord. S'il te plaît, Marcel. Je dis, il peut y avoir ça, puisque jusqu'à la preuve du contraire. Mais vous les magnifiez à l'instant, tout ça très intelligent. Non, c'est un constat que moi j'ai fait par rapport à nos enfants. Quand l'éducation de nos enfants, même aujourd'hui, la manière dont nos enfants nous posent des questions, la manière dont les jeunes vous posent des questions sur... Et je faisais le lien entre quoi? Entre la nouvelle technologie, l'ère du numérique que nous sommes. Est-ce que c'est ça qui fait cela ou bien c'est parce que les enfants, même avec, je sais pas trop, l'engrais, ces consoles, ils sont devenus très intelligents. C'est un constat que moi j'ai fait. Maintenant, je serais d'accord. L'autre fois, Gabin utilisait un terme ici que j'avais dit non, par excellence. Si on veut cultiver l'excellence, en réalité, on ne devait même pas prendre 9 de moyenne. Or, les bruits de couloir, parfois, ça nous fait... On entend cela. Et c'est ce que moi, je ne suis... C'est ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, en tant que journaliste... Alors, monsieur Marniazo, 9 de moyenne, ça a toujours existé. Au bac 1, au bac 2, il faut avoir 9 pour passer l'oral. Et puis, c'est pas n'importe quel En fait, le problème avec ce que nous avons eu à apprendre, et aujourd'hui, c'est différent. C'est le jour et la nuit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ce que nous avons eu à apprendre, c'est pas la même chose que les élèves aujourd'hui ne connaissent pas Dietrich qui a fondé la ville de Lomé. On ne le fait plus. D'accord. C'est autre chose qu'on les apprend aujourd'hui. C'est un système APC. Avant, nous avons utilisé le système APO. Approche pas objectif, approche pas compétence. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on enseigne aujourd'hui aux enfants, ce n'est pas la même chose. Donc, sur ce principe de base, on ne peut pas comparer ces élèves d'aujourd'hui avec nous. D'accord. C'est qui est vérité. Alors, monsieur Gabin Adjahou, est-ce qu'on peut partir sur ce qui a motivé ou ce qui a suscité donc cette augmentation? Est-ce que d'abord, j'avais posé la question donc à monsieur Willy Bright Kessinonto, c'est la prise de conscience chez les parents, ou chez les élèves, ou d'abord chez les enseignants, ou chez qui exactement? On peut dire que c'est un ensemble de choses. Même si c'est 1% qui a réussi quand même ces examens-là, il faut dire que les parents, les enseignants et pratiquement tout le corps éducatif a joué son rôle. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas juste dire que non, voilà, c'est une partie qui a travaillé et tout. Mais au prime abord, mes premières félicitations vont quand même aux élèves, à ceux-là qui ont réussi. Et mes encouragements aussi à ceux-là qui n'ont pas réussi. Et forcément, il y aura parmi eux des gens qui n'ont pas véritablement démérité. Hein. Vous verrez des gens qui ont toujours occupé les premiers rangs dans les classes, mais pourtant, lors des examens, ils ont échoué. Tous mes encouragements à ces enfants-là. Donc, ceux-là qui ont réussi, toutes mes félicitations, parce que probablement les enseignants ont donné leur connaissance, ce qui était à leur disposition. Et quand on voit les situations que nous traversons actuellement, les conditions dans lesquelles ces enseignants-là viennent pour la plupart
travailler, donner les cours, ce n'est pas du tout fameux. Il faut avoir le cœur quand même pour le faire. Et surtout, il ne faut pas oublier les volontaires aussi, les enseignants volontaires. Ce sont des gens, ce sont des gens qui font énormément de travail et qui abattent un travail fabuleux parce que premièrement, le salaire c'est pas vraiment ça. Ils ont des arrêtés pas possibles. Je ne sais pas si jusque là on a fait leur appel. Je ne sais pas trop. Donc du coup, ces gens-là, si ils continuent par donner quand même la connaissance à des enfants, il faut tout le temps les féliciter. Et aussi les parents n'ont pas baissé les bras. La situation c'est tellement compliqué actuellement, mais les parents veulent que les enfants aient les meilleures conditions pour pouvoir étudier, donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc il faut féliciter aussi les parents. Et au niveau de l'État, je ne dirais pas que l'État n'a pas fait grand-chose. Je ne dirais pas que l'État n'a pas fait grand-chose, mais ce qu'on attendait de l'État par rapport au programme qu'il nous avait donné et surtout aux promesses qu'il nous avait faites, c'est très minime au niveau de l'État. Donc moi je dirais félicitations aux enfants, aux parents et aux professeurs, mais l'État doit encore faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir mettre et les enseignants et les enfants dans de meilleures conditions. D'accord. C'est très important. Là, avec ma question, lorsque vous parlez d'État, monsieur, à vous trois la question, sur une échelle de 10 aujourd'hui, quelle a été la part de responsabilité de l'État, de l'autorité dans cette augmentation? Je commence par vous, monsieur Philippe Kessinator. Sur une échelle de 10, si vous devez noter l'État sur une échelle de 10, et les parents, et les élèves, et les enseignants, tout ce qui va avec l'État et l'autorité, sur une échelle de 10, l'État a pour responsabilité combien dedans pour cette augmentation? 4 sur 10. 4 sur 10 selon vous, d'accord? Ouais, selon moi. Monsieur Marquinazou, sur l'échelle de 10? Je ne peux pas le noter, parce que si je donne une note maintenant, ça serait très difficile. Je n'ai pas vu l'effort de l'État. Vous n'avez pas vu l'effort de l'État? Non, je n'ai pas vu mais vous pouvez quand même donner une note? Non, je ne peux pas, parce que si je donne 0, maintenant on va dire que j'ai donné 0. Je n'ai pas vu l'effort de l'État dans la mesure où c'est le rôle régalien de l'État de mettre une école en place, de proposer des épreuves, de mettre des élèves dans une... Donc ce n'est pas... Déjà que l'année dernière, ils sont obligés de le faire. Ils ont fait leur travail. Point. Monsieur Gabet, c'est là que je 10, d'accord. Bon, moi je donnerais 1 sur 10 à l'État pour avoir... Combien? 1 sur 10 pour avoir mis les matériels didactiques, c'est-à-dire la craie, à la disposition des élèves. Parce que vous savez, par rapport aux années dernières, oublions le résultat, par rapport aux années passées, aujourd'hui les enfants étudient dans des conditions beaucoup plus compliquées. Ce sont beaucoup plus les écoles privées qui sauvent les parents. Donc au niveau des établissements publics, ce n'est pas véritablement ça. Il y a beaucoup de lycées qui ont été fermés, des collèges qui ont été fermés jusque-là, qui ne sont pas encore ouverts. Et ces enfants-là, ils sont obligés de s'agglutiner avec d'autres élèves dans d'autres établissements scolaires pour pouvoir apprendre. C'est tellement compliqué. Et dans nos établissements scolaires, au même moment, on refuse l'utilisation de portables aux enfants, mais il n'y a pas de bibliothèque, on n'a pas de centre informatique. Il y a plusieurs choses qui manquent dans nos établissements scolaires. Donc à un moment donné, nous sommes en 2025, à l'ère du numérique, on ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Donc l'État doit faire tellement d'efforts pour mettre les enfants, les enseignants et tout le monde dans de meilleures conditions. Mais sinon, moi, pour noter l'État, je l'ai déjà dit, c'est 1 sur 10 pour avoir mis les rabats et autres là à disposition. Monsieur Gaba, lorsque vous dites que l'État a fermé des écoles et les élèves étaient obligés d'aller s'agglutir avec d'autres élèves dans d'autres établissements, c'est quand même pour le bien-être de ces élèves-là. Aujourd'hui, lorsqu'on prend le 2 février... Non, écoute, attends, Marcel, Marcel, vous êtes à la maison, vous dites que c'est comme ça, et que votre enfant est à l'école et que le bâtiment s'est écoulé, votre enfant n'est plus. Non, vous êtes sûr que vous apprécierez cette nouvelle-là? Je ne l'apprécierai pas, je vais attaquer l'État à la justice. D'accord, maintenant l'État fait. Non, Marcel, alors, gouverner, oui, ça prévoit, exactement. Vous ne pouvez pas être là et puis du jour au lendemain vous dites non. Et c'était en pleine rentrée scolaire. Bien sûr. Vous dites aux enfants de dégager. Non, c'est vous comme ça. Doucement. Oui, d'accord. Et quand les enfants dégapent de l'établissement, vous ne leur avez pas trouvé des établissements secondaires par vous-même. Ce sont les parents qui se sont eux-mêmes déplacés vers des établissements pour pouvoir faire recueillir leurs enfants. Il y a des listes qui étaient sorties, mais est-ce qu'on a tenu compte des salles? Les bancs, les tables de bancs étaient
ont été fabriqués, ont été ajoutés. Non, plutôt certains élèves vont à l'école le matin, d'autres après-midi. C'est des choses comme ça qui ont été faites. Et certains établissements scolaires qui étaient construits, bon, dans des zones marécageuses, je peux le dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, allez à Onomé. L'école primaire qui est là-bas, ben, c'est toujours sous l'eau. Et ça fait des années que la même chose se produit. Donc, à un moment donné, il faut se dire que l'État ne prend pas véritablement ses responsabilités. Vous vous imaginez qu'en France, on est là, et puis du jour au lendemain, pendant les vacances même, on ne sait pas quel palliatif trouver, et puis c'est le jour de la rentrée, on va demander aux élèves de guépisser, aller trouver d'autres établissements scolaires, alors qu'il y a des parents qui avaient déjà déménagé d'un lieu à un autre. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Alors, Marcel, je te disais de ne pas aller sur ce terrain parce que c'est un terrain vraiment glissant. D'accord. D'abord, je l'ai dit tout de suite, je ne voudrais pas noter l'établissement. Si moi je vais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est 0 sur 2. Au-delà de 2 février. Il y a le sujet de Nicolas Koué. Ouais, il y a Boka. Carrément dans les archives. L'autre fois également, j'ai cru entendre, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, que le ministre Kokoroko a encore fermé 3 écoles. Bien sûr. Il a encore fermé 3 écoles, ce qui n'est pas normal. Monsieur, attendez, lorsque vous dites c'est comme si sous coup de il a fermé. Il y a forcément des raisons. C'est le communiqué qui est fermé. C'est pas ça. On va pas prendre ce que le ministre a dit. Oui, mais monsieur, à partir d'aujourd'hui, l'école est fermée. Point. Oui, mais il y a forcément des raisons. Et moi je reprends ça. Mais ce qui n'est pas normal. Vous savez quand vous étudiez dans une école, votre esprit, votre âme, votre corps est là-bas. Et d'un coup, on vous dit de vous déplacer. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là. Si vous devez aller dans un centre pour pouvoir faire un examen, et vous avez choisi votre centre, et par rapport vous dites que non, que ce n'est pas dans ce centre que vous devez composer. C'est pas toujours. Ça agit, bien sûr. Non, tout l'enfant. Est-ce qu'on a mis l'élève dans une bonne condition? Non. Mais est-ce que maintenant, quand l'État a fait, quand le gouvernement a fermé les écoles, est-ce que le gouvernement a fait un suivi pour pouvoir rouvrir les écoles là? Ça fait le 2 ans, il y a 3 ans que le lycée de 2 février, là où le lycée là qui a formé plusieurs cadres du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci beaucoup. Depuis, on n'a même pas encore pensé. Juste à côté. On n'a même pas encore pensé à rouvrir ça. Le sujet Boka, quand je l'ai vu l'autre fois, j'ai failli pleurer. Parce que c'est là où, c'est ce jeu-là, oui, qui l'a fait aujourd'hui. Effectivement, vous êtes particulièrement. C'est grave parce que moi, c'est ahurissant. D'accord, allez, c'est ce qui est bien noté. Monsieur, on va pas vraiment, on va revenir sur. On va revenir sur. Alors, monsieur Willy Brad qui était dans la trame de cette émission, il n'y a pas forcément de lien entre le bac 2, le bac 1 et tout. Là aujourd'hui, quoi qu'on dise, lorsque le bac 1, ils sont nombreux à réussir, il faut faire amener plusieurs de la seconde et notamment donc le BPC, il faut également donc faire amener plusieurs pour occuper ces places-là. Il y a forcément un lien. Donc d'où la question, donc l'augmentation du taux de réussite au bac en 2025. Un bon présage pour les autres examens. C'est naturellement un bon présage parce qu'il y aura des places qui seront libérées et il faut les remplir. Non mais qu'est-ce que tu me racontes là? Cette affaire de écoute, ça c'est un fait de hasard. D'accord? C'est un fait de hasard. L'année passée c'était 41 de pourcentage. Cette année c'est 60, oui. Pour moi c'est un fait de hasard, tout simplement. Parce qu'on a dit, bon, c'est dit, bon, il y a eu un gros creux et puis cette année, il va falloir forcément rehausser encore un peu le niveau. Vous allez voir le taux de pourcentage du bac 2 également. On reviendra pour en parler aussi. C'est un fait de hasard. Oui. Vous savez, quand vous parlez de liens, CPD, BPC, tout ça là, ça, c'est-à-dire que ce sont les examens qui sont comme des maillons de chaîne en fait. Oui. Il y a une chaîne qui donne ces examens. Voilà. Alors, d'accord. Alors, au fur et à mesure que vous passez de CPD, vous allez au collège, et BPC, tout ça là, la base doit être solide en fait. La base doit être solide. C'est pour cela que je dis, les élèves sont intelligents, d'accord, mais il faut savoir travailler intelligemment. La base doit être solide pour que quand vous avez le CPD, vous allez au collège, vous avez le BPC, probatoire, bac 2, ainsi de suite. Si la base n'est pas solide, si les conditions ne sont pas réellement réunies, c'est très compliqué. Je l'ai dit ici sur ce plateau qu'aujourd'hui, je prends juste le côté lecture des élèves. Ce côté-là, c'est très compliqué. Parce qu'il faut lire pour savoir bien écrire, sans faute, pour savoir bien s'exprimer, sans faute, bien sûr. Aujourd'hui, on l'a dit, Gabriel a soulevé, c'est quoi le contenu qui est dispensé aux élèves comme cours? Aujourd'hui, vous allez voir des élèves qui ont eu le bac, qui sont sur le campus
puissent, quand on dit art oratoire, bien se tenir devant les gens pour parler, ils peuvent pas le faire. C'est très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, tel que le monde évolue avec l'ère du numérique, c'est important d'inculquer des trucs comme ça aux élèves. Alors, s'ils n'ont pas cette base-là, si on ne leur explique pas réellement la quintessence de la chose et qu'on dit bon, parce que bon, il y a ça, on essaie de diminuer un peu, on prend le fort, voilà, on ramène donc des effectifs, on bouge et puis on évolue. En fait, ça ne peut que causer du tort aux élèves. Ça ne peut que causer du tort aux élèves parce que tout ce que les professeurs font, les parents font, les sensibilisations, tout ce qu'on dit ici, la finalité de tout cela, ce sont les élèves. D'accord. Alors, si on décide maintenant de les rendre encore plus paresseux, ben, non, mais on c'est très compliqué. Monsieur, je pense que vous êtes quand même dû. On a vu récemment, c'était la semaine dernière, donc les résultats donc, du BPC de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Le pourcentage, c'est à 51,49% comparé au bac 1. Il y a une nette différence, monsieur Gabin. Non, je n'aimerais pas qu'on compare cette comparaison-là. Le système éducatif ivoirien à celle du Togo, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est en matière d'éducation scolaire, c'est le jour et la nuit. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu as été en Côte d'Ivoire en période scolaire, ce sont des gens qui ont des congés pratiquement chaque 2 semaines. Bien sûr. Et les enfants vont à l'école quand ils le souhaitent. C'est juste des... Au moyen le français qui est fait ça, on va pas polémiquer. Dernière question pour sortir donc de cette thématique. Non, mais laisse-moi aller, dernière question pour sortir de cette thématique. Est-ce que finalement, ce taux de réussite qui a augmenté cette année, ce n'est pas l'image du Togo, du système éducatif togolais qui est encore revu, redoré sur le plan international? Monsieur Gabin, oui. Non, est-ce que c'est par rapport à cela que l'image est redorée sur le plan international? Du système éducatif, ce qui a fait quand même le bonheur du système éducatif togolais, surtout à l'étranger, c'est pas tant le taux de réussite, c'est beaucoup plus par la rigueur au niveau de l'enseignement, et surtout quand on sait très bien que avant, bon, jusqu'en 2008 ou bien 2009, avant... D'accord, vous parlez de votre époque, jusqu'à votre époque. Oh non, moi c'est juste un constat. Donc quand tu obtenais ton baccalauréat deuxième partie et que tu vas dans pratiquement tous les pays, tu es valorisé, tu peux même travailler. Donc les gens faisaient beaucoup plus confiance à l'éducation togolaise. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Avant, on disait non, soit c'est le Togo, soit c'est le Sénégal. Donc, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire cela? C'est le Wetenti. Il faut juste voir les classements pour voir que bon, on a régressé beaucoup dans cette histoire-là, surtout premièrement par les infrastructures et surtout aussi par le fait que bon, on ne met pas en place un curriculum, on ne fait pas une mise à jour de notre système éducatif, et ça pose véritablement problème, ce qui fait que bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ceux-là qui sont à l'extérieur aujourd'hui, les Togolais qui sont en France, un peu partout, les enfants, le Togolais lui-même il est très intelligent, il est apprenant, du coup bon, ils excellent, mais est-ce que c'est par rapport à la base qu'ils avaient déjà acquis ici au Togo? Je ne suis pas sûr. Donc moi je ne pense pas que c'est ce taux de réussite là qui va redorer le blason du système éducatif togolais. Monsieur William Kessinator, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le taux de réussite n'est pas quand même une belle chose qui donne encore une autre image du système éducatif togolais? Même pas, moi je ne le vois pas sur ce temps, d'autant plus que je l'ai dit, bac 1 c'est quand même facultatif entre grilles, parce que le diplôme ça ne sert à rien. Non, vous savez, ça n'a pas, le bac 1, on le sait tous, ça n'a pas sa valeur, on peut pas aller chercher un boulot avec le diplôme de bac 1, seul le bac 2 pourra donc donner une certaine, c'est pas réalité ou bien en réel sens, comme tu le dis, redorer un peu l'image. C'est à base du bac 2 qu'on pourra vraiment se prononcer là-dessus, sinon le bac 1 ce n'est que bon, je vais dire Monsieur Macniazo, petit, voilà. Je pense la même chose également, vous savez, je l'avais dit dès la prise de mon intervention que je ne sais pas quelle politique le gouvernement a menée pour que le taux soit tellement... Mais les élèves ont appris. Oui, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, nous ne pouvons pas occulter cette réalité qui est au niveau de l'UNESCO. UNESCO, quand ils vous donnent de l'argent, il faut qu'il y a quand même des bons résultats sur le terrain. Vous voyez, et donc chaque pays tient compte de cela. Et donc du coup, jusqu'à la preuve du contraire, oui, il y a une augmentation du taux de réussite au Togo. Maintenant, est-ce que c'est 10-0-0 qu'on a pris ou bien il y a eu des records et autres là? Reste à savoir. Jusqu'à demain, jusqu'à même
plusieurs jours. Je ne pense pas que c'est cette augmentation-là qui va redorer l'image du système éducatif togolais. 10 secondes. 10 secondes, oui, vas-y. Par rapport à la différence du bac 2, ce PD, on peut quand même voir, j'imagine qu'on peut avoir un taux de réussite beaucoup plus élevé par rapport à un certain nombre de choses, parce que les enfants sont à bas âge, c'est le premier diplôme, et surtout les parents sont très regardants sur ça. Les parents suivent beaucoup les enfants en classe de CM2, beaucoup plus, quand arrivés en classe de première et terminale, se disent qu'ils sont assez grands, ils apprennent encore que le taux d'analphabétisme, les parents eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose au lycée et tout. Donc du coup, ils se disent les enfants vont se débrouiller. Mais déjà, en classe de CM2, ils se disent on va suivre l'enfant, ils accompagnent beaucoup plus l'enfant. Je pense que le taux de réussite sera beaucoup plus... D'accord, je reste avec vous, monsieur Gabin Daro, donc pour notre second thème, que je vais rappeler donc à nos téléspectateurs. Quelle ambiance prévaut pour le bac 2 et le CPD qui ont donc débuté officiellement aujourd'hui? Déjà 2 examens dans la même semaine. Que pensez-vous, monsieur Gabin Daro? Oui, ça a toujours été comme ça. C'est le bac. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut revoir ou ça n'empêche pas les 2 examens? Non, moi ça n'empêche pas les 2 examens de bien se dérouler. Plutôt ça donne beaucoup plus d'autonomie aussi aux enfants qui sont en classe de CM2 de se dire que voilà nos grands frères qui sont en train de composer comme nous, et puis nous devons beaucoup plus travailler pour arriver aussi à leur niveau. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. C'est les 2 extrêmes qui sont en train de composer, c'est-à-dire le premier examen et le dernier examen du second cycle. Donc moi je pense que c'est déjà une très bonne chose, et ça ne dérange en rien le bon déroulement du programme. Je ne veux pas parler comme les gens de la CEDEAO qui parlent des élections là. Ça ne dérange en rien le bon déroulement des examens. C'est bien noté. Alors monsieur Matiazou, en tant que journaliste, la question elle est toute particulière pour vous. En tant que journaliste aujourd'hui, est-ce que vous pensez que toutes les commodités sont mises en place pour redonner quand même un taux de pourcentage aussi élevé que l'année dernière, plus élevé que l'année dernière? Avec l'œil de journaliste que vous êtes, comment vous avez vu les choses sur le terrain? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. D'accord. Mais tout ce que je sais que les élèves se donnent toujours quand il s'agit d'un examen. D'accord. Ils se préparent normalement et ils se donnent à fond, surtout vers la fin de l'année. Tu le vois, c'est là où moi ça me fait rire. Tu le vois très sérieux et ils deviennent très croyants même d'ailleurs. Je t'assure. Ils prient tous les jours et puis c'est eux qui veillent. Tu l'as fait aussi, Marc. Non, mais on dirait que c'est une habitude, mais quand même aujourd'hui c'est un constat. L'autre fois je voyais, il y a une fille dans notre quartier, ils sont l'autre fois je l'ai vue avec un gros sac et j'ai fait une petite blague, le chèque est tellement gros, il y a ce sont des cahiers qui sont déjà, ça veut dire que ils deviennent des croyants, donc du coup, moi je ne peux que les souhaiter une bonne chance, même si la chance est aléatoire, mais ça peut ce sont des ondes positives qui peuvent les accompagner. Et par rapport à la question que vous venez de me poser, je ne pense pas que il y a une bonne commodité, non, moi je ne le pense pas trop. Tout est comme avant. Bien sûr, tout est comme avant. D'ailleurs, même. Non, c'est bon. Monsieur Willibat, qui est d'accord. Est-ce qu'on est bien parti pour rehausser le taux de réussite que l'année dernière? Est-ce qu'on est bien parti? Bien parti, je ne saurais le dire, parce que bon, tu sais, il y a la réalité de chaque établissement, chaque corps enseignant et tout. Ça, on est que dans la capitale, ici à Lomé, il y a donc les autres qui ont régulier jusqu'au nord. Tout à l'heure, on a évoqué le cas des infrastructures, les conditions de travail des élèves, tout ça là, tout ceci, ça compte pour avoir quand même un bon mindset pour l'élève d'abord, pour qu'il puisse bien composer et qu'on puisse avoir un bon taux de réussite à la fin. Parce que bon, si ça ne marche pas, les responsabilités sont partagées. Alors, ce PD, bac 2 dans la même semaine, c'est bien, je pense, à mon avis que c'est stratégique. D'accord. Parce que bon, c'est des extrêmes comme Gabriel a dit, des fois, ça peut donner encore plus d'engouement à la chose de s'essayer. Au même moment, pour les bacheliers, ils vont se dire, bon, il y en a
vieux Bonaparte. Il faut donc libérer le plancher. Il faut bosser dur. Et puis bon, sinon, l'année prochaine, ça va être très compliqué. Donc je pense que tout ceci, ça prépare au moins, je pense, psychologiquement, moralement les élèves. Sinon, les booster en temps soit peu pour pouvoir être dans les meilleures conditions. D'accord. Oui, quand il a dit tout de suite que nos enfants, ce sont leurs enfants, hein. Oui. Ils viennent, mais il y a déjà ceux de probatoire. Oui. Quand vous avez les résultats de probatoire là, et vous savez que mais, actuellement on est dans les mêmes classes. On a qui est déjà là. D'accord. Il est devenu bachelier comme moi. Ouais. Donc maintenant il faut tout faire. Ouais. Pour libérer. Pour libérer. Pour pas revenir de la même classe. Pour libérer le classe. Donc il y a déjà la pression. Il y a déjà la pression de des jeunes qui sont là, derrière. Et en voyant également leurs enfants, ben, il faut qu'on alors avant bien sûr d'aborder notre dernière thématique, question technique à la question à qui veut la prendre. Habituellement après les différents examens, lorsqu'on prend les taux de réussite par région, la région de la Cara toujours donne de bons scores. Même quand c'est compliqué, selon vous, qu'est-ce que c'est là, monsieur Gabé Adjaro? Bon, je dirais beaucoup plus que c'est une question d'envie. Surtout, bon, quand on prend la zone de Cara, on sait que c'est une zone très reculée de la capitale. Oui. Et bon, la plupart du temps, ces enfants-là, quand on voit les difficultés que ces enfants-là, la plupart traversent avant c'est que, moi, je dirais beaucoup plus que les difficultés, ça force beaucoup plus de gens à travailler beaucoup plus. Et je ne dirais pas que Cara, mais pratiquement, les meilleurs taux de réussite, ça vient de l'intérieur du pays. Quand tu prends Afania on prend souvent les premiers du Togo, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui viennent de l'intérieur du pays, dans des villages, des coins les plus reculés quand même, des gens qui prennent des bassines pour aller au marigot très tôt le matin pour revenir avant d'aller à l'école. Et pourtant, ils sont des premiers. Ça veut dire que dans cette difficulté, elles se disent, on a la chance d'aller à l'école, la seule façon de réussir est de ne pas devenir comme les parents qui sont restés au village, qui vivent au village et tout, et surtout de sortir la famille de la pauvreté. La seule façon est de bien travailler à l'école, de bosser à l'école. Ceux qui ont fait les cours primaires, moi j'ai eu à faire au moins 3 ans de cours primaires au village. Et je vous assure, là-bas, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es excellent, soit tu ne vois absolument rien et puis tu restes à la maison. Donc, c'est comme ça. Et puis les parents inculquent dans la mentalité de ces enfants-là. Ne soyez pas comme nous. Faites en sorte de sortir de ce bourbier-là et de devenir des meilleurs. C'est vous qui êtes l'avenir de demain. Donc, les enfants ont ça dans la mentalité. Ce qui fait que même quand les parents sont en train de préparer, les enfants viennent ouvrir les cahiers devant le feu qui sert à préparer comme ça. Donc, cet engouement-là, ça existe toujours et je pense que c'est une très bonne chose. Monsieur Gabin, est-ce que vous pensez que les parents entre guillemets non instruits sont plus regardants sur l'éducation de leurs enfants que les parents instruits? Je vous assure que les parents non instruits, tant bien même il n'est pas instruit, hein, parce que moi, mon grand-père, il n'était pas instruit. Il avait eu son CEP ou quelque chose du genre, mais vous savez, il n'était pas très instruit. Mais il va te faire réciter ta leçon. D'accord. D'accord. Tu vois un peu? Il va te faire réciter ta leçon. Donc moi, c'est auprès de lui que moi j'ai appris ça, ce qui fait que même jusqu'en terminale, jusqu'à l'université, j'ai toujours bûché mes cours par tête. Et ça a toujours été comme ça pratiquement dans tous les villages. Les enfants, ils apprennent par cœur leurs cours. C'est que ils sont dotés d'une certaine intelligence que tu ne peux pas comprendre. Tu les vois comme ça petit, mais très intelligent. D'accord, oui. Pour corroborer ce que Gabé en plus, ils ne sont pas distraits. Vous avez toujours défendu. Ils ne sont pas distraits. Les enfants du pauvre sont plus intelligents que les enfants entre guillemets des nantis. Oui. Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi? Leur seule porte de sortie, c'est de réussir. C'est de réussir. Et je paie à son âme. Et Maître Yovi Agouibo, il nous a dit que lui, il a étudié sous un lampadaire. Il n'y avait pas d'électricité. Et les enfants dont vous venez de parler à l'intérieur, mais il n'y a rien. Ils traversent plus de 1 km, 2 km pour pouvoir aller à l'école. Oui, et ils reviennent à midi pour manger. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir de cette misère, de cette souffrance?
la seule chose qu'on doit faire, il faut aller à l'étudier. Il faut aller à l'école. Et c'est eux qui bossent, même chez nous-mêmes, au niveau de la capitale. Quand vous voyez les enfants qui viennent à l'école avec des habits troués, autres là, ils sont très intelligents. Oui. Vous allez le voir, c'est lui seul qui porte un pantalon de 6e jusqu'en 3e. Mais il faut voir le résultat. C'est lui qui est le premier. Oui. Ceux qui viennent pour faire leur gros dos, pour faire leur machin là, ce sont des gros tarés. Ce qui est malheureux, c'est quand ces gens-là viennent occuper après des postes de responsabilité, ils pillent les ressources. Oui, non, merci beaucoup. C'est un autre débat. Rien n'est vérifié. Rien n'est vérifié. Monsieur le ministre, question technique. Vous allez vous prononcer ou on s'attaque à notre dernière thématique. Vous allez vous prononcer ou c'est pratiquement la même chose, d'accord? Parce que bon, moi j'ai eu quand même à côtoyer certains qui avaient eu le bac là-bas au nord, avec qui on a travaillé. Franchement, moi, bon, c'est le mindset qui m'attire toujours, la façon de voir les choses, de bosser, quelles que soient les difficultés, ils arrivent toujours à trouver une porte de sortie et s'affirmer et aller de l'avant. Donc je pense que c'est la même chose. Bon, il faudrait que ça soit également inculqué à pratiquement tous les élèves, parce que vous savez, on dit de par le passé, les parents n'ont pas beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, on a assez d'opportunités. Voilà. On peut apprendre par mille et une manières, mais donc il faut avoir les moyens nécessaires pour le faire. Et à chaque fois, on va pas dire que bon, ceux de l'intérieur, ils sont souvent les premiers, ils bossent, il faut ça. À un moment donné, il faut voir également les conditions de travail, les conditions dans lesquelles ils sont, pour leur permettre également, tant soit peu, de pouvoir être à un certain niveau de, je sais pas des conditions trop favorables, mais les conditions quand même nécessaires pour leur permettre de bien vouloir, de bien bosser. C'est pas comme si c'est une obligation qu'il faut donc faire si forcément avant de pouvoir. Je pense quand même que M. Makniazo a soulevé un point. Souvent, ce sont des enfants qui font des kilomètres pour aller à des écoles, aller, revenir. Toi-même, notre lycée était à 3 km de la maison. Il fallait aller. Même nous, c'est à Lomé comment on découvre, voilà, qu'on va à l'école le matin, d'autres vont le matin, d'autres vont le soir. Chez nous, vous sortez à midi, vous avez philo à 14h30, vous devez être là. Tu viens à 14h38, tu ne rentres plus. Mais à midi, tu ne peux pas rester, tu vas manger quoi? Il faut rentrer. C'est ce que je veux dire. Il faut rentrer à la maison. Puis tu rentres à la maison. Certains retournent au champ pour manger. Il n'y a rien à manger. Et souvent, quand tu rentres, c'est peut-être toi, tu dois le faire vite fait. Après, tu vas au puits, il n'y a pas l'eau. Surtout en mars, février, il n'y a pas l'eau dans les puits. C'est compliqué. Bon, allez, monsieur, on va s'attaquer à notre. Mais nous, on ne peut pas les ressources quand même. Dans la capitale qui vivent encore ces conditions là dont nous parlons. Oui, quand même, oui. Dans les villes environnantes. Mais moi je pense que c'est bon même. C'est ça qui fait. C'est ça qui forge. Ça forge. Monsieur, on a 2 minutes pour finir cette émission. On a 2 minutes. Messieurs, on a 2 minutes pour sortir de cette émission. La souffrance, je la souhaite à personne. On a 2 minutes pour sortir de cette émission. Monsieur Gabert, notre dernier terme de cet après-midi. Suspension de France 24 et RFI. Diffusion donc la suspension à travers donc un communiqué donc de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication datant donc du 6 juin. Impression, commentaire avant de finir cette émission. Oui, heureusement que j'ai des journalistes ici avec moi. La décision de la HAC, moi j'ai trouvé ça un peu hâtive, parce que au prime abord, la décision, quand j'ai lu le communiqué, il n'y a pas véritablement de précision là-dessus. Le communiqué a été très évasif par rapport non, il y a eu quand même des précisions. Non. Quand je parle de communiqué très évasif, dans les normes, quand on attaque un média, on se dit dans telle émission, à telle heure, et tout, vous avez dit ceci. Alors, monsieur, vous avez reçu. Monsieur, tu me laisses développer. Vous avez reçu. Non, attends. Dans les normes. Oui. Quand, je le cite, quand votre confrère Joachim Agbetim a été interpellé, c'était par rapport à son émission Auditeur Actu. Oui. C'était cette émission-là qui avait été même suspendue. Donc vous ne pouvez pas faire un communiqué très évasif, dire que non, l'impartialité dans le traitement des informations et tout ça, là, ça ne veut absolument rien dire. C'était dans quelle émission il y avait eu de l'impartialité dans le traitement des informations. C'est vrai, la loi organique de la HAC leur confère la responsabilité, et surtout le décret de 2021 leur donne la possibilité de pouvoir suspendre temporairement et même définitivement certains médias sur le territoire. Mais c'est compte tenu d'un certain nombre de procédures, et la meilleure manière
de pouvoir censurer un média ou bien de décrédibiliser un média, c'est de lui faire un droit de réponse. Ça fait tellement mal aux journalistes. Ils sont là, ils vont alors, monsieur Gabin, oui. Terminer. Cette phrase, elle vous dit quoi? Lorsqu'on dit cette mesure fait suite à des... Voilà, c'est un paragraphe donc, de ce communiqué-là. Oui. Cette mesure fait suite à des manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés. Ce qui veut dire qu'il y a eu plusieurs manquements. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est la parole de la HAC contre celle de RFI et de France 24. Mais quels manquements ont été signalés? Quels manquements ont été signalés? Il fallait le dire dans le communiqué. Dans les normes, s'il y a l'impartialité même dans le traitement des informations, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le citez dans le communiqué, dans telle émission, il y a eu telle chose, ou bien lors de tel reportage, il y a eu telle chose. C'est vrai, France 24 avait parlé de plusieurs manquements. France 24 avait été déjà suspendu par rapport à un reportage qu'ils avaient fait sur CHU Sylvanus Olympio. Là, on l'avait cité que c'est par rapport à ce reportage-là. Aujourd'hui, on est évasif sur le sujet. C'était par rapport à quoi? Parce qu'on ne veut pas parler des manifestations du 6 novembre ou bien juste parce qu'on ne voulait pas parler du fait que France 24 ait reçu l'avocat de l'artiste. Ça, c'est selon vous, En outre, sur tout ce que Gabin vient de dire, je suis totalement d'accord avec lui. Et comment est-ce qu'on peut suspendre un média international qui se trouve sur les réseaux sociaux? Mais un média international, ça ne lui donne pas le droit de tout dire quand même. Non, je dis en plus de ce que Gabin vient de dire, puisque je m'allie directement et je suis d'accord avec, je partage le même avis que Gabin. Maintenant, comment est-ce qu'on peut suspendre? Moi, je vais sur un autre terrain. On peut suspendre un média international qui se trouve sur les réseaux sociaux. Oui, mais sur les réseaux sociaux, attendez, monsieur. Je te dis que ça ne sert à rien dans la mesure où aujourd'hui, si on veut suivre France 24 ou bien RFI, je peux taper sur Google et avoir RFI chez moi à la maison. D'accord. Ça va servir à quoi? Et plutôt, je nous invite. Quels sont le Togo a quel comment je peux le dire? Avantage? Pas avantage. Et quelle technologie? Et comment est-ce qu'on peut suspendre le média et que ça peut avoir un effet sur les Togolais? France 24 aujourd'hui, même si vous allez sur Canal et plus, les gens suivent ça aujourd'hui. Depuis hier qu'on avait suspendu ça, les gens suivent ça jusqu'à aujourd'hui. C'est après tout, c'est après l'intervention de Albert Agbeko qu'on avait suspendu ça sur Canal+. Mais RFI continue de mettre sur Canal+. Maintenant, au-delà de ça, les Togolais aujourd'hui, nous avons déjà notre idée sur RFI et France 24. Maintenant, je suis d'accord sur ce que Gabin vient de dire. On a qu'à nous dire que c'est telle faute que RFI a commis. D'accord. C'est telle faute que France 24 a commis. Et là, sur ça, il y a matière à réflexion. Merci beaucoup. Sans quoi, il n'y a pas matière à réflexion. Moi, ce qui me fait mal, c'est que la HAC, les membres de la HAC, qui ne sont même pas dans leur... qui ont déjà... Non, mais ils sont en train de gérer les affaires courantes. Je sais de quoi vous voulez parler. Ils ont quand même les affaires courantes. Attendez. Ils sont dans l'illégalité. L'illégalité par rapport à quoi? Mais ils sont à terme de leur mandat. Monsieur, il faut quand même un gouvernement. C'est lui qui s'érige en donner des leçons aujourd'hui. Monsieur, merci beaucoup. Et en plus, Willy dit qu'il ne veut pas se prononcer sur la thématique. Ce qui me pousse encore, c'est que on suspend un média parce que, en fait, c'est l'impression que nous avons eue. Parce que les deux médias ont couvert quoi? Et les manifestations précédentes. Et il y a encore d'autres manifestations qui s'annoncent. Les médias togolais aussi en ont parlé, les manifestations de 6 juin. Est-ce que les médias ont été... Vous savez, quand les médias togolais parlent, combien de personnes nous suivent? Les médias internationaux, quand ils parlent, tout le monde, c'est le monde entier qui est au courant de ça. Et là aussi, il n'y a même pas une intimidation sur le traitement du sujet. Ils sont libres de traiter le sujet. D'accord. Mais personne n'est intimidé. Hein. Non, je sais. C'est une analyse que nous sommes en train de faire. D'accord. C'est une analyse. C'est pour ça que je l'ai précisé. Nous avons l'impression. C'est ce que nous voyons sur le terrain. D'accord. Maintenant, ça peut ne pas être ça. Ça peut être ça aussi. C'est une analyse que je suis en train de faire. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Willy qui n'a pas donc souhaité se prononcer sur... Moi, j'ai vu le communiqué que j'ai vu diagonale. Je me dis, bon, je le disais tout à l'heure à Marc, je ne trouve pas encore de, je sais pas, argument ou bien un fait vraiment réel, comme Gabin l'a dit, qui prouve comme quoi on peut... Oui, on a dit des faits répétés, des manquements. Ouais, vous savez, ça c'est dans la généralité, il faut être dans la particularité. Nous sommes des médias, quand vous êtes dans les médias, il faut être précis dans les choses. Et c'est notre organe voilà, suprême qui régule les médias. Donc quand il y a des faits et qu'on doit prendre des décisions, même si c'est, écoutez, dans une association, et qu'on doit vous sanctionner, on vous dit, ben voilà, même au tribunal, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Alors, et par rapport à ces articles, de sanctionner. Monsieur. Donc je m'attendais à voir un truc pareil. Parce que tout d'abord, quand j'ai écouté cela, moi j'étais surpris.
d'accord, Oui. par rapport à la taille de ces médias. Et puis bon, avec le communiqué, je pensais en savoir beaucoup plus. Malheureusement, c'est pas Alors, ça. monsieur, Je me dis peut-être oui, qu'il va y avoir des précisions par Voilà. après. Sinon, est-ce qu'on juste a là, est-ce que vous aurez souhaité, monsieur, est-ce qu'on a même auditionné Monsieur. les après, personnels de peut-être que monsieur, ça est fait et monsieur, que bon, monsieur, on voudrait, si monsieur, on voudrait pas. on les a écoutés, on va le dire dans le communiqué. D'accord, Parce que monsieur, tout- vous aurez souhaité qu'on nous dise dans ce communiqué qu'ils ont été suspendus à cause du reportage du 20 mai, du 14 mai. Mais Si, oui, la précision, les détails. D'accord, Et bien il noté. faut la concision et autres. Mais ce que moi je dis qui est très important, on suspend un média où tous les Togolais suivent encore. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur, merci d'être venu. Bonne fête des pères. C'était le dimanche. Merci quand même. On va le meilleur pour la fête. Les femmes ont oublié. Monsieur, Si c'était la journée des femmes, tu vas avoir des pailles, tu vas avoir des monsieur Willy, vous avez reçu un cadeau quand même à l'occasion. Forcément. Ou un message, d'accord. Monsieur Gabin, vous avez reçu un message quand même. Un cadeau. D'accord, monsieur Marc. Non, je ne vais pas me prononcer. Merci beaucoup. J'ai reçu la Merci beaucoup d'être venu. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous donc mardi prochain pour un autre numéro de Au cœur de la culture. D'ici là, jeudi, je serai en direct avec vous. Dieu garde le Togo. Allez, bye bye.